Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette newsletter du mois d'avril. Une journée magnifique en ce 2 avril, donc voilà, c'est la première newsletter de l'année à l'extérieur. Donc comme à mon habitude dans les newsletters, nous allons parler de l'actualité économique et je vous fournirai mon analyse personnelle du marché actuellement. Et notamment, comment on vous vend la hausse du marché. Donc voilà, j'ai fait une synthèse de tout ce qui s'est passé là. Tout ce qui me semble important depuis la dernière newsletter mi-mars. Et vous verrez que, vous savez comme on vous dit qu'il n'y a pas de bulle, mais je vous prouverai une fois de plus que la bulle est bien présente. Et qu'elle peut bien sûr encore continuer. Cette newsletter sera ponctuée également d'analyse graphique. J'analyserai le CAC 40. J'analyserai le Nasdaq et également il y a quelques surprises au niveau graphique. Donc ce que nous remarquons déjà, c'est que le CAC 40 a dépassé les 6040 points. C'est un objectif que j'avais donné, donc il fallait dépasser à fin mars. Je l'avais donné notamment sur mon groupe Facebook. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben voilà. Je vais vous donner ma version après mes études graphiques. Mais pour l'instant, nous allons commencer par l'actualité économique et comment on vous vend cette hausse. Et on vous vend cette hausse, on vous dit même que cette hausse, cette fois-ci, ça va monter jusqu'au ciel et qu'elle sera interminable quelque part. Voilà. Parce que c'est tout à fait normal ce qui se passe. Les records pleuvent à la bourse. Que ce soit le Dow Jones, le S&P qui a passé les 4000 points jeudi 1er avril. Nous avons quand même 82% de hausse en 54 semaines. Voilà. Alors qu'en fait, depuis 54 semaines, enfin hier 54 semaines, c'était beaucoup mieux quand même, au niveau économique. Le DAX, c'est pareil, a passé les 15 000 points. Il n'y a que le Nasdaq, mais ça, je vais y revenir dans l'analyse graphique et ce sera très important. Et notre CAC 40 qui, je dirais, essaie de rattraper le peloton de tête. Alors on vous dit que oui, le global retourne, a fait un nouveau record, voilà, etc., etc. C'est pour minimiser en fait que la France en fait n'a plus le premier rôle et depuis longtemps au niveau international, parce que bien sûr le CAC 40 c'est le seul indice qui n'a pas dépassé son plus haut de 2000. Il est pas loin, mais voilà, les autres sont déjà très loin. Alors on vous dit oui, le global retourne, mais non, moi je suis désolé, nous sommes en retard, et de plus en plus. Voilà, donc tout va bien madame la marquise, les statistiques sont très bonnes. En tout cas, celles qui sont mauvaises, on les minimise. Et puis les records, oui, régulièrement, ça continue. Hein. Et je dirais que surtout, et on va le voir aussi après, surtout quand il y a des mauvaises nouvelles. Maintenant, c'est ça un petit peu la règle du jeu. Quand il y a une mauvaise nouvelle, on fait des records. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire donc au niveau économique? Donc déjà par rapport au télétravail. Alors avec ces périodes de confinement, ce virus, le télétravail a explosé et soi-disant, qu'il aurait fait bondir la productivité française de 22%. Bon, c'est vrai qu'on peut se demander, se poser la question si l'on ne va pas continuer le télétravail. C'est sûr que c'est formidable le télétravail. Voilà, on reste chez soi, on ne voit pas ses collègues. Mais bon, apparemment, c'est bon pour l'économie, donc pourquoi pas continuer. La Banque de France relève à 5,5% ses prévisions de croissance pour 2021. Mais bien sûr, elle compte sur la relance de la consommation au second semestre, lorsque les restrictions liées au Covid-19 seront levées. Ça encore c'est pareil, ça reste relativement hypothétique et je réserve bien sûr la raison pour la suite de cette newsletter. Alors la Réserve fédérale, alors ce qui explique aussi bien sûr cette hausse interminable, cette hausse inébranlable des marchés, c'est que la Fed va continuer à acheter pour 120 milliards de dollars par mois d'actifs. Voilà.
Monsieur Powell a bien indiqué, donc ça a été voté à l'unanimité, tant qu'il n'y aura pas de retour au plein emploi, on en est loin parce qu'il y a toujours 10 millions de chômeurs aux États-Unis. Et bien effectivement, la Fed continuera à déverser des liquidités sur les marchés financiers. Voilà, donc la vie est belle, la Fed va continuer. Elle relève sa prévision de croissance pour les États-Unis à 6,5% contre 4,2%. Et voilà, Monsieur Powell rassure, et c'est vrai que lorsqu'il a parlé, ben, il y a eu de nouveaux records. Voilà, décidément. Hein. Voilà. Mais il a quand même précisé que la situation économique était incertaine à 2 ou 3 ans. Effectivement, voilà. Ça, bien sûr, je vais y venir également. Et je vais vous expliquer effectivement pourquoi il y a des raisons de s'inquiéter à moyen terme. Donc voilà, tout va bien. Et bien sûr, ce qui n'est pas bon, voilà, ce qui ne va pas dans le sens du positif, ce qui est négatif, on vous le cache ou on le minimise. Et ça va venir après. Alors, il y a aussi, par exemple, une nouvelle. Bon là, tout va bien, mais le directeur général de la gestion du trafic en Europe a exprimé récemment que la reprise du secteur aérien était décevante. C'est sûr, avec les confinements, ça paraît très compliqué. Alors maintenant, on explique que, contrairement aux Américains, il y a 4 millions, moins de 4 millions de Français qui ont des actions. Bon, il y a de nouveaux arrivants là en 2020. Et on leur fait miroiter monts et merveilles quant à leur avenir boursier sur les marchés financiers. En gros, voilà, il suffit d'écouter, je dirais, les médias, les analystes, les influenceurs, pour que votre capital, vous fassiez fortune avec votre capital qui des fois peut être très faible. Mais après tout, pourquoi pas? Parce que maintenant, de toute façon, vous êtes protégé, vous serez toujours protégé par les banques centrales. Et donc M. Powell a bien dit que de toute façon, les taux ne seraient pas relevés avant fin 2023, au minimum. Alors bon, ça paraît, je dirais, difficile à tenir, il faut être réaliste. C'est comme je le dis souvent, hein, prévoir ce qui va se passer dans 3 ans, ça paraît très compliqué. En tout cas, voilà, on vous rassure. Et puis je dirais que voilà, il y a la pommade médiatique hein, qui vous rassure, je dirais, à longueur de journée, parce que maintenant, il y a beaucoup d'informations. Donc, les personnes, contrairement à la bulle technologique en 2000, elles ont accès à beaucoup d'informations avec Internet, les réseaux sociaux. Et donc, bien sûr, il y en a qui alertent, comme moi-même, sur la bulle, donc en ce moment, sur les actifs, d'accord? Cette bulle qui dure depuis un petit moment d'ailleurs. Mais on vous explique qu'il n'y a pas de bulle. On vous explique que cette fois-ci, c'est différent, qu'en fait, on est loin de l'exubérance des valorisations qui avaient cours pendant les années 2000. Voilà. Alors que bon, moi j'ai plusieurs sources qui me permettent notamment donc de rédiger ces newsletters. Et vous savez, je connais une personne qui est particulièrement brillante en fondamental. Et cette personne vous explique parfaitement bien la situation. Voilà, hein, il vous explique, et vous, si vous voulez, comme moi je donne des preuves au niveau technique, elle vous donne les preuves au niveau fondamental. Et cette personne, je peux vous garantir, explique parfaitement que c'est la plus grande bulle de tous les temps et que nous sommes encore plus exubérants au niveau de la valorisation des actifs qu'en l'an 2000. Alors, ce qui caractérise particulièrement cet effet de bulle sur les actifs, voilà, il y a certains éléments qui reviennent à chaque fois, voilà, dans ces situations, je dirais, d'euphorie collective. C'est déjà, on vous met en confiance. C'est-à-dire qu'on explique que les nouveaux arrivants ont beaucoup de succès, qu'ils arrivent à prendre de vitesse la finance traditionnelle, et qu'en fait ils s'organisent. En plus maintenant sur les réseaux sociaux, on l'a vu donc avec le groupe Wall Street Bets sur Reddit, et qui permettent de renverser les fonds spéculatifs. Donc c'est un peu toujours comme ça. Quand on veut vous faire venir, on vous appâte, voilà, donc différentes façons, mais surtout on vous met en confiance. Il faut vous mettre en confiance.
C'est ça la plus belle des arnaques, je dirais, hein. Donc au départ vous gagnez et puis voilà, vous êtes confiant. Et donc c'est là où justement vous ne doutez plus de rien. Et c'est là justement où je dirais la descente commence, hein. Voilà. Donc il y avait notamment sur les options binaires, les arnaques aux options binaires, on vous faisait gagner au départ. Donc la personne mettait un petit capital, on vous faisait gagner de l'argent assez vite. Puis là des belles sommes. Et puis on vous rappelait, il fallait mettre plus d'argent. Puis là par contre, une fois que vous aviez mis plus d'argent, et bien c'était l'envers du décor. Et puis en plus vous ne récupériez pas votre argent. C'était la véritable arnaque. Donc on vous met en confiance. Et en gros voilà, vous pouvez battre les fonds d'investissement. Donc ça j'en ai parlé sur ma newsletter de février. Alors bien sûr si vous êtes nouveau, je vous recommande mes newsletters. Aujourd'hui c'est la 17e newsletter. Vous avez une playlist. Et je vous recommande de suivre ces newsletters, bien sûr, pour rester bien informé. Alors, bien sûr, battre les fonds d'investissement, battre les fonds d'investissement avec votre petit capital, ça j'en ai parlé donc avec l'affaire, bien sûr, GameStop et AMC Entertainment. Voilà, pas que, bien sûr, vous avez parlé de l'argent aussi, mais bien sûr, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Vous êtes les plus forts, vous arrivez, vous êtes les plus forts, vous faites tomber les fonds d'investissement. Et ça, je vais d'ailleurs le prouver tout à l'heure, dans la suite de cette newsletter. Hein, que voilà, j'en avais déjà parlé, j'avais pris un exemple, mais là, il y a la preuve. Il y a une preuve supplémentaire. Alors aussi, ce que l'on voit dans les bulles, c'est les influenceurs. Il y a de plus en plus d'influenceurs, voilà, sur les réseaux sociaux et qui bénéficient d'un suivi énorme. Et qui sont pleins de dévotion. Voilà. Alors, par exemple, le fonds Arc Innovation qui prévoit que Tesla sera à 3000 $ en 2025. Voilà. Alors ça, je vous l'ai expliqué. Hein. Ce qui est important, c'est de savoir que le côté technique en bourse est très important, avec le côté psychologique. Et aller au-delà de 6 mois, c'est très compliqué. Hein. Je le dis. Hein. C'est très compliqué. Et puis même se projeter à 6 mois, voilà, c'est souvent même, vous pouvez vous tromper, parce que c'est voilà le côté imprévisible des marchés financiers. Hein. Et souvent, ce qui est prévisible, justement, il se passe à l'inverse. Donc, prévoir que Tesla va monter à 3000 $, voilà, bon, c'est un exemple. Donc, ça, c'est bien synonyme d'une bulle. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vont arriver, qui vont dire, faut faire ci, il faut faire ça, voilà, etc., etc. Et d'ailleurs, la Financial Conduct Authority, donc c'est le régulateur britannique, justement, alerte sur cet état de fait, justement, les influenceurs qui arrivent de toutes parts. Bizarre, hein. Et surtout que les jeunes investisseurs prennent énormément de risques, et beaucoup trop de risques, parce qu'en fait, ils sont en quête de frissons. C'est là où, en fait, les marchés financiers sont un jeu, en fait, quelque part. Sont un jeu, mais un jeu facile, où ils vont gagner vite, d'accord, et devenir très riches vite, en écoutant les autres. Et voilà, c'est le fait de jouer, vous voyez, comme le joueur de poker, vous voyez, l'adrénaline. Et donc, ils prennent totalement leurs décisions en fonction de leurs émotions, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Au départ, quand vous commencez en bourse, c'est ce que vous faites. Alors bien sûr, si vous pouvez faire de grosses erreurs et disparaître rapidement, mais après, si vous êtes prudent, vous faites quand même des erreurs, vous investissez, vous cliquez suite à des émotions. Et après, il faut apprendre justement à maîtriser cette émotion. Donc voilà, ils disent, voilà, ces gens-là, c'est l'adrénaline. Il faut, voilà, allez, on y va. Ils prennent beaucoup de risques, notamment sur le forex et les crypto-monnaies. Crypto-monnaies, voilà, je dirais, c'est non réglementé. Il y a une hausse parabolique sur le Bitcoin. Voilà, c'est très dangereux. Et bien sûr, l'effet moutonnier, ça j'en ai déjà parlé, notamment dans la dernière newsletter, l'effet moutonnier se retrouve donc sur le Bitcoin. Donc ils sont attirés par les produits risqués. Ils utilisent l'effet de levier. Voilà, l'effet de levier. Donc ça, c'est pareil. Je vais y revenir. Et bien évidemment, alors le truc, surtout qui est, je dirais, très étrange, c'est que pour 2/3 d'entre eux, d'après cette étude, ils sont parfaitement conscients qu'une perte importante sur les marchés financiers pourra impacter leur niveau de vie actuel ou futur. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent très bien se ruiner, mais non. Je dirais que l'adrénaline
prend le dessus. Et c'est vrai qu'on le retrouve, voilà, la nature humaine, la cupidité, le jeu, vous voyez, le côté, je dirais, l'addiction au jeu, comme les joueurs de poker, hein, où voilà, des fortunes disparaissent. Alors, voilà, ce n'est pas une bulle, tout va bien, voilà, parce que de toute façon, les banques centrales seront toujours là. Et puis, vous voyez, même avec les mauvaises nouvelles, on fait de nouveaux records. Mais maintenant, donc je vais vous fournir mon analyse et surtout je vais vous prouver que cette hausse, c'est une bulle et que cette hausse n'est pas justifiée. Donc je vais le prouver une fois de plus avec des informations qui sont totalement exactes et que vous pouvez vérifier. Voilà, qu'il y a effectivement un problème actuellement sur les marchés financiers et qu'il faut, je dirais, être très prudent. Alors, est-ce que cette hausse sur les marchés est justifiée? Est-ce que vraiment il n'y a pas de bulle? Parce qu'on dit en bourse que les investisseurs anticipent l'avenir économique. Mais là, actuellement, il y a un gros problème. Parce qu'il y a une incertitude. La première incertitude qui ne sont pas pressées par les marchés, ben, c'est le Covid. Le Covid, ça fait plus d'1 an que ça dure. On voit que récemment l'Allemagne et l'Autriche ont confiné ou ont prolongé leur confinement. Il y a beaucoup de pays qui confinent. La France est de nouveau confinée pour 4 semaines. Et pour être plus clair, on ne sait pas quand on va s'en sortir. Surtout qu'il y a un gros souci avec les vaccins. La définition d'un vaccin, c'est une substance qui vous confère l'immunité contre une maladie. Bon. Je suis vacciné contre le tétanos. Si je me blesse avec une clôture rouillée, je n'attraperai pas le tétanos puisque je suis vacciné. Vous êtes d'accord? Vous êtes vacciné contre l'hépatite B et vous êtes en contact avec l'hépatite B, vous n'attraperez pas l'hépatite B puisque vous êtes vacciné. Le problème des vaccins Covid, c'est qu'ils ne vous empêchent pas d'attraper le Covid, ils vous protègent des formes graves. Et puis en plus, il y a d'autres problèmes, c'est que il y a de la suspicion, notamment sur le vaccin AstraZeneca qui a été suspendu dans plusieurs pays. Et en dernier lieu, le Canada, pour les moins de 55 ans, il attend donc des précisions supplémentaires de la part d'AstraZeneca. En effet, il y a eu des cas de thrombose. Et on suspecte justement qu'il y a un lien entre le vaccin et les thromboses. C'est vrai qu'avec le minimum de connaissances que j'ai, je peux vous dire que les thromboses sur un vaccin, je dirais, c'est plus que bizarre. Donc effectivement, il y a un souci. Selon le National Institute of Allergy and Infection Disease, AstraZeneca aurait fourni des données incomplètes sur le vaccin. Alors voilà, beaucoup de suspicions. Alors l'Agence européenne des médicaments dit que bien sûr le bénéfice est plus important que le risque, que le vaccin est une option sûre et efficace. Ouais, néanmoins, il y a beaucoup de problèmes et des décès suspicieux par thrombose chez les jeunes. Donc effectivement, tout cela constitue une incertitude. Donc déjà, sur la maladie et les vaccins, surtout qu'on dit que bon, chez un tiers des patients atteints du Covid, il y a des séquelles à long terme. Également, la présidente de la Haute Autorité de Santé a affirmé que tous les vaccins n'étaient pas efficaces contre tous les variants. Donc voilà la première raison. Donc le Covid, effectivement, il y a eu ce flash crack en 2020, mais là maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes. Et effectivement, contre traitement par le vaccin, puisque déjà vous n'êtes pas immunisé. Et ça, le marché ne le prend pas en compte. Le deuxième élément qui devrait faire en sorte que les marchés s'écroulent au lieu de rester perchés, c'est déjà, et je vais y revenir, l'affaire Greensill. Donc cette importante société d'investissement qui prêtait de l'argent à des entreprises, un prêteur en fait, présent dans plus de 170 pays. Et en fait, je vous reparle de Greensill, de cette affaire donc a été un peu passée sous revue. Vous voyez, on n'en parle pas trop de Greensill. Le problème, c'est que, vous allez savoir pourquoi, c'est que Crédit Suisse est impliqué dans cette affaire et pourrait provisionner jusqu'à 10 milliards de charges. Et on parle de 3 milliards de pertes chez les clients. Alors déjà, Crédit Suisse serait très affecté,
puisque rappelons que l'agence de notation Fitch entrevoit des risques à long terme, justement, à cause de cette affaire, pour la banque suisse. Et voilà, et donc j'en viens à, je dirais, l'information très importante qui est tombée récemment, c'est la faillite de Archegos Capital Management. Alors, Archegos Capital Management, c'est une des faillites les plus importantes de l'histoire. Donc la personne qui gérait ce fonds, c'est Billy Wang, un Sud-Coréen. En fait, Billy Wang, c'est un super trader, un des meilleurs traders au monde. Mais en fait, on ne parle pas trop de lui, il n'est pas très connu, puisqu'en fait, son fonds, c'est un family office, c'est-à-dire, en fait, c'est un trader pour compte propre. C'est comme moi, si vous voulez. Sauf qu'on n'a pas le même capital. C'est pour ça que Billy Wang n'est pas très connu en fait. C'est family office, donc c'est pas, il gère pas de l'argent en fait. Il gère pas de l'argent, il gère son argent. Et Billy Wang, donc au départ avait un capital quand même assez important quand il a commencé, mais il a multiplié par 400 donc son capital pour atteindre 10 milliards de dollars de fonds. Alors, ça a commencé avec cette information. La banque japonaise Nomura, donc par l'intermédiaire de sa filiale américaine, perd 2 milliards de dollars suite à un appel de marge. Donc la chute, donc Nomura, la banque japonaise, chute de 16,5% ce jour-là. Et le problème, c'est que Crédit Suisse est également dans le lot. Crédit Suisse qui, bien sûr, est déjà en difficulté avec Greensill. D'accord? Alors, en fait, sur cette perte, donc on a dû vendre 20 milliards, voire 30 milliards d'actions, d'accord? À travers ces ventes, il y a Viacom, deux actions particulières, Viacom et Discovery, qui ont perdu chacune en 4 jours, 60% et 50%. Et il faut savoir que Viacom et Discovery, ce sont des valeurs en tendance haussière de long terme. Ce sont de belles valeurs, donc en fait, qui ont été vendues massivement parce qu'elles étaient détenues dans ce fonds. Crédit Suisse, qui perd 12,5% ce jour-là, a averti que il pourrait y avoir des pertes significatives liées à cette affaire d'Archegos Capital Management. Donc vous avez bien compris qu'il va mettre encore plus en difficulté Crédit Suisse. Alors ce qui est surprenant, c'est quand même dans la foulée, le soir, le Dow Jones a fait un record. Voilà. C'est quand même très paradoxal. Alors bien sûr, il y a d'autres banques qui sont touchées par le phénomène, qui ont également subi des pertes. Alors l'élément qui est également très intéressant, c'est qu'Archegos Capital Management faisait partie des fonds élites. Voilà, c'est-à-dire les meilleurs fonds en fait dans le monde de la finance. Et certains fonds, dans ces fonds élites, gèrent 180 milliards de dollars. Alors c'est là où j'en viens à la fameuse anecdote. Donc je vous ai glissé au début de cette newsletter comme quoi on vous dit voilà, maintenant les jeunes investisseurs ils s'en sortent bien, ils arrivent à battre les anciens, à dépasser la finance classique, ils s'allient sur les réseaux et puis en plus ils font tomber les fonds. Alors j'avais donné cet exemple, rappelez-vous, en février, donc sur 1000 traders avec 50 000 dollars. 1000 traders en coordination avec 50 000 dollars, il faut les avoir les 50 000 dollars. Ça fait 50 millions. Je vous avez expliqué qu'en fait, voilà, il était impossible que les fonds puissent tomber à cause des particuliers, et je dirais novices en plus, d'accord? Et bien en fait, vous voyez donc cet exemple des fonds qui gèrent 180 milliards de dollars, ça représente 3500 fois plus, 3500 fois plus que 50 millions de dollars. Donc vous voyez qu'en fait, ces fonds extrêmement puissants, bon, tous ne gèrent pas bien sûr 180 milliards, mais ils ont un effet de levier déjà beaucoup plus important que les particuliers. Bien sûr, ne peuvent pas tomber face à un particulier puisqu'il aura largement de quoi renforcer sa position pour inverser le cours et je dirais faire tomber le particulier. Donc toute cette histoire de GameStop sont les particuliers qui ont fait tomber les fonds. Bien sûr, c'est du pipeau, c'est plutôt, ça j'en avais parlé, des personnes bien expérimentées qui ont lancé le processus. D'ailleurs, il a été prouvé que des fonds gagnaient de l'argent avec GameStop. Donc je vous dirais en tant qu'investisseur et surtout débutant, particulier, donc avec un petit capital, d'être très prudent et surtout en ce moment, puisque vous êtes une cible
D'accord, pour ces grands groupes qui sont fortunés, donc voilà, hein, c'est le gros poisson, comme on dit, voilà. Il a toujours le dessus sur le petit poisson. Alors, cette histoire d'Archegos Capital, c'est un problème d'appel de marge. Alors, Monsieur Wang, l'un des meilleurs traders au monde, d'accord, riche, donc voilà, 10 milliards de dollars. Monsieur Wang, en fait, utilisait l'effet de levier. Alors, un effet de levier de 5, mais on parle de peut-être plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un effet de levier de 5? Ça veut dire que si vous avez 1000 euros, bon, je vais prendre voilà, simplement une somme, petite somme. Vous avez 1000 euros, l'effet de levier 5. L'effet de levier 5, c'est l'effet de levier qui est accordé aux particuliers. D'accord? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas obtenir plus que 5 normalement. Hein. Au moins sur une banque, dans une banque traditionnelle. Après, les courtiers, mais je crois que la loi, c'est 5. Donc vous avez 1000 euros, vous pouvez investir pour 5000. Le problème, c'est que, voilà, alors l'avantage c'est que si vous gagnez beaucoup plus. Mais il faut que ça aille bien sûr dans le sens de votre position. Parce que si vous commencez à perdre de l'argent avec un effet de levier de 5, eh bien la banque elle va vous appeler, elle va vous demander des fonds, justement. Parce que voilà, on vous a prêté 4000 euros. Donc vous perdez de temps, il nous faut des fonds pour maintenir vos positions. Et si vous n'avez pas les fonds, eh bien, ils coupent vos positions. Ce qui fait que vous êtes voilà, totalement ruiné. Et puis en plus, vous devez de l'argent, puisque voilà, vous avez perdu vos 1000 euros, exemple, plus ce que vous devez à la banque suite aux pertes lorsqu'elle coupe vos positions. C'est exactement ce qui s'est passé. Monsieur Wang a pris un énorme risque. Et l'effet de levier était probablement plus de 5, donc on parle de 50 milliards minimum, voire 100 milliards de pertes. Et donc, cette fortune de 10 milliards s'est évaporée en une semaine. Alors là, je vous renvoie directement vers ma vidéo avec ma dernière performance. Donc mes 5 années positives et mon année positive. En 2020, malgré une chute à 28%, j'ai perdu 28%. Fin octobre, donc j'ai terminé quand même positif. Donc ma vidéo, la vérité sur le trading, ben voilà, ça veut dire que on vous fait croire que vous pouvez gagner facilement, que vous allez faire tomber les fonds en vous coordonnant sur les réseaux sociaux, que vous êtes les rois du monde sans connaître rien du tout, même pas un graphique. Le problème, eh ben, c'est, je l'explique à travers cette vidéo, et ça se vérifie encore avec Monsieur Wang, qui est l'un des meilleurs. Mais vous pouvez être très fort et finir ruiné. Donc voilà, la bourse n'est pas glamour. Et justement, ce n'est pas gagner vite et beaucoup sans expérience. Alors, tous ces éléments, que ce soit l'incertitude du Covid, l'incertitude de la politique vaccinale, la faillite de Greensill, la faillite de ce fonds très important, donc dû à, je dirais, la prise de risque de son fondateur, devrait totalement ébranler les marchés. Voilà, c'est clair. Mais non, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une reprise et on passe sous revue justement ces événements très importants. Et c'est là où on voit où il y a vraiment un problème. Voilà, ça devrait chuter. Et ça, je le répète, ça aurait été en 2008, parce que c'est vrai qu'en 2008, il y avait les algorithmes, mais quand même, ils étaient beaucoup moins présents. Si c'était des traders manuels, voilà, le marché serait tombé. Voilà, parce que vous voyez, Monsieur Wang, alors, Monsieur Wang a dû sûrement réagir avec son émotion, parce que vous imaginez, vous avez 10 milliards, vous perdez tout. On se demande ce qui s'est passé quand même. Parce que là, il est, je dirais, largement tranquille, Monsieur Wang. Mais c'est un être humain, Monsieur Wang, ce n'est pas un robot. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui gère les marchés financiers. Voilà, parce qu'en fait, ils évitent qu'il y ait ce genre de problème et qui peuvent arriver même avec les meilleurs. Et donc c'est pour ça que, à cause de, je dirais, cette intelligence artificielle, il y a des anomalies sur les marchés financiers. Et moi je vous montre que si il y a une bulle, vous voyez, le Dow Jones il fait un record alors que Crédit Suisse est en grande difficulté.
et que le marché devrait être complètement en krach boursier, alors qu'en fait il réagit, ça je vous l'ai déjà dit, comme si on sortait d'un krach. Voilà, ça flamme de tous les côtés, des valeurs qui ont même dépassé les plus hauts de février 2020. Alors voilà où on en est, donc je dirais voilà, l'intelligence artificielle, une stratégie, ça c'est bon. Cette hypothèse se révèle de jour en jour, où en fait on peut avoir une dépression économique et la bourse au plus haut, donc maintenant voilà, l'important c'est de faire rapidement de l'argent, très vite. On le voit notamment avec Atos jeudi matin. Bon, voilà, vous ne pouvez pas être plus rapide que l'algorithme. Hein. Et bien sûr, nous arrivons avec donc de l'excès, cette, je dirais, irrationalité des marchés qui est encore plus irrationnelle. Et c'est le pôle nord et le pôle sud. Là, on a tous les éléments pour faire en sorte que le marché tombe, parce qu'il est déjà très surévalué, mais non, il continue à monter. Et ça pour quelle raison? Eh bien la raison est simple, il faut faire rentrer un maximum de gens, un maximum de non-initiés, c'est ça le principe des bulles. Hein. Et voilà, et si on vous dit en plus que ça va être facile pour vous, ben voilà, il y en a encore plus qui vont rentrer là, hein. Il y en a encore plus qui vont rentrer, et bien sûr il sera venu le moment de provoquer un crack. Et là, bien sûr, par manque de connaissances, d'expérience, et je dirais de remise en question, je dirais d'amateurisme, beaucoup de particuliers perdent leur capital. Alors, avant de conclure, je vais quand même faire un petit point sur le Nasdaq et le CAC 40. Je vais vous donner mon avis et je ferai une petite conclusion. Et je ferai une petite conclusion puisque dans tout ce que je vais vous dire maintenant sur l'analyse graphique, voilà, j'ai quelque chose à vous dire en particulier, parce que ne l'oubliez pas, ce qui est prévisible en général, voilà, ça ne se passe pas comme ça. Le Nasdaq, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller, l'unité mensuelle, ici, suivez le curseur, l'unité, je dirais, longue. Vous voyez qu'actuellement, la hausse est comparable à celle de la bulle technologique. Mais bien sûr, on vous a dit qu'il n'y avait pas de bulle et que voilà, les valorisations n'étaient pas excessives. On en était bien loin. Mais bon, voilà. Comme vous voyez ça, c'est sûr que vous, je dirais, au minimum, doutez de ces affirmations. Voilà. Alors, vous voyez qu'en 2000, la dernière accélération, ici, dure 6 mois. Hein, et là, 1, 2, 3, 4, ça consolide un peu, et puis ça repart, vous voyez. Voilà, là, on pense que c'est peut-être la tête, mais non. 5, 6, 7, un doji en pince, c'est-à-dire... Là, déjà, un doji en pince, c'est-à-dire qu'il y a des incertitudes. Là, pour l'instant, ça a l'air de remonter, mais bon, voilà. Donc, la hausse parabolique du Nasdaq. Et voyez là ce qui se passe en 2000. Le plus haut est en mars. Voilà. Et en 2021, le plus haut est en février. Ah, c'est pas loin. Voilà. Mais bon, tout va bien. Hein, voilà. Donc, ce qu'il faut surveiller, bien sûr, c'est le haut. Si on refait de nouveau plus haut, bon, voilà. Après, bien sûr, ça peut être le dernier plus haut. Hein. On peut faire un dernier plus haut, d'accord? Et puis après, finalement, commencer la descente. Donc, effectivement, si les hauts deviennent de moins en moins hauts, donc c'est en mois que ça se joue. Hein. C'est là où on pourrait rentrer, je dirais, dans une phase descendante. Parce que là, ce qui se passe actuellement, je dirais, c'est du jamais vu, quoi, puisque là, tout est sur la table pour que ça chute. Le Covid, le faux Archegos, le Green Seal, voilà, il y a eu Wirecard dans l'année dernière aussi également, voilà. Donc tout est sur la table pour que les marchés soient au fond, eh bien non, voilà. Les marchés font des records. Plus c'est mauvais, plus ils montent. Donc, si vous voulez, tout ça, effectivement, c'est logique, parce que quand vous utilisez un programme, vous lui faites faire ce que vous voulez au programme. Voilà. C'est clair. Hein. Donc, cette irrationalité,
je dirais, inhabituel, risque de provoquer en fait une déliquescence, vous voyez, mais très lente, très lente. Ça va prendre un certain temps, et en fait, au bout d'un moment, ça va baisser lentement, et puis là, il y aura le vrai crack. Voilà. Donc là, vous voyez, pendant quelques mois, ça dure 5 ou 6 mois, là, et puis boum, là, ça chute beaucoup plus fortement. D'accord? Voilà. Donc là, il y aurait ce niveau ici, là, des 12 200, et ce niveau ici, des 10 900. Voilà. Donc à surveiller, en tout cas, bien sûr, vous voyez que là, c'est la bulle. Pareil qu'en 2000. C'est vrai qu'en jour, il y a une petite reprise. Voilà, mais il faut dépasser le dernier plus haut. Hein? Et puis après, quand on a dépassé ce dernier plus haut en clôture, il faut voir ce que ça donne. Hein? Voilà. Donc c'est vraiment l'indice à surveiller. Donc maintenant, on va parler un peu du CAC. Et je vais vous donner mes objectifs sur le CAC 40. Le CAC 40, 6102,96. Nous sommes en hebdomadaire. Alors, j'avais indiqué dans mes prévisions 2021 au mois de décembre. Donc, je vous recommande la newsletter sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous êtes abonné, je l'ai mise donc en vidéo pour les abonnés. Donc, j'avais dit qu'au mois de mai, effectivement, il fallait surveiller le mois de mai, qu'il pourrait y avoir une chute, je dirais, plus ou moins importante, à partir du mois de mai. Alors, j'avais indiqué, bien évidemment, ça va dépendre, ça dépendra où en est le CAC 40 au mois d'avril. Voilà, ça, bien évidemment. Il y a des, je dirais, des conditions à cette chute. Bon, tout le monde attend cette chute, tout le monde attend cette correction, mais bien sûr, ça ne se fait pas comme ça parce que les marchés sont techniques. Voilà. Alors, ce que l'on remarque, c'est que les 6040 points ont été franchis. J'avais donné comme objectif les 6040 points donc sur mon groupe Facebook. Et donc ça a une incidence très importante. À signaler déjà. Donc là, je vous ai mis plusieurs niveaux. À signaler déjà que les 5650 sont un rempart, je dirais, un rempart à la baisse. C'est-à-dire que si, la dernière semaine d'avril, on est à 6300, là, ça va être très compliqué. D'accord? Ça va être très compliqué. Ça va dépendre bien sûr de ce mois d'avril avec les résultats américains, les résultats du premier trimestre. Et on va voir comment ça se passe avec le Covid. Donc là, on est reconfiné un mois en France. Donc, ce qui est important pour une chute déjà du CAC 40, c'est qu'il se rapproche d'ici fin avril des 5650. Mais le problème, c'est qu'avec le dépassement des 6040, donc en clôture mois, alors, ce n'est pas impossible que l'on revienne, hein, qu'on soit dans 3 semaines à 5700. Mais ça peut arriver, bien sûr. Mais là, ça complique un petit peu la donne. Surtout que maintenant, nous sommes à 6102,96. Je reviendrai en hebdomadaire, mais nous allons faire un petit tour en jour. Alors, le jour, voilà. Alors, c'est magnifique. Regardez le jour. J'avais fait la corrélation déjà là. Hein? Donc là, on s'éloigne un petit peu du Kumo-span. Alors, vous voyez, hop, tout se passait bien. Hop, le Kumo-span retient l'indice. Hop, d'où le top. Boum. Mais là, à ce moment-là, on pense que ça va se reprendre là. Mais non. Voilà. Donc, voilà, on le voit, le programme, là, on lui fait faire ce qu'on veut au programme. Une chute comme ça. Bon, ouais. C'est surtout qu'une chute comme ça, je veux dire, aussi puissante, ça n'entraîne jamais ça, ce qu'on a maintenant. Voilà. Hein, ça, je vous le dis quand même. Hein. Quand on a une chute comme ça, quand on arrive là, vous voyez là, on fait une accélération. On fait une accélération, là, on rechute. Là, on rechute. D'accord? Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, les hauts là. Hop, hop, hop. Enfin, je vais vite là. Mais là, ce qui se passe là, donc les vaccins, ça ne doit pas arriver. Surtout que, je viens de vous l'expliquer,
Le vaccin, il y a des problèmes, le vaccin ne vous amène pas l'immunité. D'accord? Voilà. Ça, ce sont des faits. Donc, il y a une incertitude. Mais non. On repart. Voilà. Donc là, ça, ce n'est pas normal. D'accord? Si le vaccin, si, imaginez vraiment que ce soit un miracle, ils aient trouvé le vaccin, et que vous soyez immunisé, ah là, d'accord, c'est super. Là, c'est super. Effectivement. Allez, ça va se reprendre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On est toujours confinés, on porte toujours les masques. Les restaurants sont fermés, etc., etc., les salles de spectacle, donc c'est comme avant, en fait. Il y a le vaccin, mais voilà. Donc, là, allez, le programme, on va lui faire ça au programme. Voilà, ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc, c'est joli. Donc là, vous voyez ce qui se passe. La personne s'attend à ça. Donc là, pourquoi pas, je dirais. Je vous le montre, ça. Après, j'ai autre chose à vous dire. En revenant sur l'hebdomadaire, mais voilà. Bon, pourquoi pas faire... allez, hop. Finalement, Archegos, il y a autre chose derrière. Oui, et là, bon, c'est la panique. Et on nous fait un pouf, là. Mais a priori, non. Alors, je voulais aller voir sur 2018 également. Voilà. 2018. On va aller faire un tour à 2018. Alors, voilà. Alors, voilà 2018. Alors là, c'est un petit peu plus erratique. C'est une espèce de range. Mais là, on fait un nouveau plus haut, au mois de mai. Hop, boum, ça se passe bien. Bon, on fait un range, et là, boum. Et là, vous êtes, ça a été testé sur le support. Alors là, vous voyez le truc. Donc là, on ne pense pas que ça va chuter. On fait un gap quand même, hein, ici. Hein. Hop, on revient, le tester, et là, plouf. Mais là, à ce moment-là, si vous voulez, 5080, on descend à 4500, mais on ne pense pas que... Ça a été violent, là. Hein. Enfin voilà, on ne pense pas que ça va descendre. Mais là, bon, à la limite, je dirais que c'est peut-être... La tendance n'était pas si jolie que maintenant, donc c'était peut-être plus plausible. Mais personne ne s'y attendait à cette chute-là. Cette chute très importante qui a commencé en octobre, le petit rebond, ça fait mal le dernier trimestre. Hein. Et là, c'est pareil. Voilà. Bon. Voilà pour le jour. Maintenant, je reviens à l'hebdomadaire. Alors voilà, je vais vous donner mon avis. Alors, dernièrement, donc j'ai trouvé les objectifs sur EDF. Sur Total, donc ça sur les forums Boursorama, également donc sur mon groupe Facebook, on parlait d'Atari et j'ai donné l'objectif des 79 centimes le jour. On est monté à 79 centimes, hein, sur dépassement des 74,2. Elle est terminée à 79,3. Voilà. Donc, j'ai visé juste une fois de plus. Donc là, mon opinion, donc là, vous avez un double top en hebdomadaire, mais nous ne sommes plus très loin maintenant des 6112. Donc on est à 6102, nous ne sommes pas loin des 6112 du mois de février 2020. Et à mon avis, mardi, là, donc à la rentrée des week-ends de Pâques, ça ne va être qu'une formalité. Alors attention à ce double top, mais voilà, je dirais que... le franchissement des 6040 ouvre la voie aux 6168 points du mois de mai 2007. Les plus hauts de 2007, pour moi, vont être rejoints sur le CAC. De toute façon, maintenant, on n'est plus très très loin. Hein, voilà. On n'est plus très très loin. Et alors, voilà. Vous voyez, donc les plus hauts de 2000, ici, à 6944 points. Alors, surtout, voilà ce que je vais vous dire. Parce que vous le voyez bien ce qui se passe, cette irrationalité, mais surtout, en fait, ça peut continuer comme ça. Voilà. Mais ça, je l'ai déjà dit. Hein. Je l'ai déjà dit, ça peut continuer comme ça, voilà, alors que finalement, voilà, eh bien, non. Enfin, c'est pas si bien que ça, en fait. Mais, parce que maintenant, voilà, c'est comme ça, et peut-être que nous allons vers un marché bulle, vraiment le plus long de l'histoire. Par contre, le jour où ça va tomber, ça va faire mal. Donc là, ça fait peur, ce double top. Mais pour moi, c'est qu'une formalité. Mais surtout, ce qui est important pour moi, ce sont les 6400. D'accord? Parce que si les 6400 sont franchis en clôture, d'accord? Si les 6400... Là, on va voir hein, comment ça va se passer. Pour moi, les 6168, c'est une formalité. Après, ce qui est important pour moi, c'est ce sont les 6400. Et si les 6400 passent en clôture, là, je dirais que non seulement... on pourrait
revenir chercher les 6944,77, le plus haut de 2000, mais par contre, on pourrait partir très fort. Voilà, hein, les 6400 points en clôture. Voilà, il faudra surveiller. Là, ça peut partir très fort. Bien évidemment, si on arrive aux 6400 points. Et de toute façon, bientôt, là, je pense que je vais faire une analyse. Là, je vous montre le jour et l'hebdomadaire, mais je ferai une analyse complète du CAC 40. Donc voilà, ça ouvre la voie, en fait, le passage des 6040 à une continuité de la hausse. Avec déjà, bien sûr, l'atteinte, le ralliement des 6168 points de mai 2007. Alors, après la condition, comme je vous l'ai dit, parce que là, voilà, tous les éléments sont là pour une correction qui ne vient pas. Les 5650. Alors, au mois de mai, les 5650, on doit être très proche, mais je vous annoncerai en plus, avec en plus de cette histoire des 6400 points, qu'il faut absolument, je dirais, que les 5650 soient touchés d'ici le mois d'août. Voilà, d'ici le mois d'août. Voilà, le mois d'août, le milieu du mois, enfin voilà, d'ici le mois d'août. D'accord, là, si on part, après, si on part à 6400, très vite, voilà, ça va être compliqué. Mais on a jusqu'au mois d'août. Si, voilà, si, d'ici le mois d'août, au mois d'août, on est loin des 5650, là, ce que je viens de vous dire, que ça peut partir très fort, voilà, ça risque de partir très fort, d'accord? Voilà, donc on surveille, on a jusqu'au mois d'août pour atteindre les 5650, il faut penser que ce sont les algos. Regardez ce qui s'est passé sur Atos jeudi matin, hein? Donc on peut avoir une extension jusqu'au 5450, voilà, on peut avoir... Vous voyez, on touche les 5650. Après, ça peut aller très vite jusqu'au 5450. Test des 5450. Bon, imaginons que ça se produise. Mais après, au regard donc du dépassement des 6040, je ne pense pas que le CAC, en fait, moi je vois le maximum de repli pour 2021. Voilà, je le dis, maintenant nous sommes au mois d'avril, à 5100. Extension 4850, c'est-à-dire que là, une énorme extension algorithmique qui amènerait, comme a fait Atos là jeudi, au 4850, mais par contre ça remonterait très fort après. Bien sûr, cette probabilité est très faible actuellement, parce qu'il faudrait rompre les 5450. Ce qui est plus probable, peut-être, c'est qu'on rejoigne les 5650, et donc une extension jusqu'au 5450. Bien évidemment, il faut être proche des 5650, là, à la fin du mois d'avril. Donc malgré les événements, tout ce que je vous ai décrit, eh bien, moi je privilégie la hausse. Après, on attend cette correction. Et bien sûr, voilà, il faut se rapprocher des 5650 points, mais après, voilà, hein, c'est l'algo. Hein. Pourquoi pas revenir à 6200, dépasser un peu les plus hauts de 2007, et puis là, hop, une nouvelle, et on descend rapidement en quelques jours à 5450. Voilà. Donc, messieurs, on reste prudent et on reste au cash. Voilà. On surveille donc le Nasdaq. C'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Tant que le Nasdaq n'effectue pas de nouveau plus haut, alors que moi je regarde surtout le Nasdaq 100, je regarde pas le composite, enfin, c'est pareil, mais moi je prends comme référence le Nasdaq 100, et bien on peut émettre un doute vers tout ça, ce Greensill, Archegos, le Covid, etc. Voilà, en fait, un crack qui va débuter, vous voyez, tranquillement, tout doucement. Et donc ce sera le Nasdaq le déclencheur de ce crack. Donc à surveiller que le Nasdaq, justement, regardez, s'il effectue un nouveau plus haut, bon. Après ça peut être aussi un nouveau plus haut avant une chute. Un dernier nouveau plus haut, ça peut être comme ça aussi. Et pour ce qui est bien sûr pour le CAC, eh bien voilà, je vous l'ai dit, hein, là maintenant, c'est la hausse. Et le fait qu'il ait passé les 6040 points, eh bien, la probabilité qu'un crack se produise,
je dirais maintenant, je peux aller d'ici la fin de l'année. Je dirais la probabilité est quasiment nulle. En tout cas, si l'on était à l'époque des traders manuels, il y a je dirais, un élément technique avec le passage de ces 6040 points qui montre qu'il n'y aura pas de crack sur les marchés financiers en 2021. Mais maintenant, voilà, il y a le petit bémol et je vais vous montrer un dernier graphique. Alors, nous allons parler de Viacom, une des deux actions qui s'est écroulée suite à la faillite du fonds Archegos. Alors, si vous voulez, Discovery, c'est à peu près la même configuration. C'est-à-dire que voilà, là, pour Viacom, c'est à peu près pareil pour Discovery. La belle période, c'est surtout en 2009, là, après la crise subprime, jusqu'en 2013, et après, c'est la déconfiture. On passe de 76 jusqu'à 10, un petit peu moins. Et là, nous avons une remontée spectaculaire qui commence au mois d'avril, c'est-à-dire il y a un an, d'accord ? On est environ à 11,6 et vous voyez qu'on fait x9 en un an. Hein, voilà. Ok. Alors, là, je m'arrête parce qu'en fait, vous voyez, là, ce n'est plus hein, le trend des... Alors, vous voyez l'éloignement du Kumo-span, comme je vous ai expliqué sur la hausse parabolique du Nasdaq. Là, on a un peu la même chose. Vous voyez, c'est... Et hop, boum. D'accord ? Voilà. Là, le Kumo ne retient pas le titre. Hein ? Et là, ce qu'on s'aperçoit que voilà, c'est pas du tout haussier. En tout cas, on n'arrive plus sur un double top. Vous voyez le double top ici, du plus haut, historique. Et là, en fait, c'est, je dirais, une extension algorithmique. Donc, il semblerait que notre ami Bill Wang se soit fait piéger par un double top. Et là, il y a une extension. Ou alors, il a cru que c'était un signal d'achat. Et là, il a fait un levier de malade. Alors, je ne sais pas quand il a fait, non, mais le levier, il a dû le faire il n'y a pas très longtemps. Hein. Voilà. Surprenant, non, pour un des meilleurs. Voilà. Alors, voilà, donc je voulais vous montrer ça. L'hebdomadaire. Alors, voilà. C'est super. Alors, vous voyez que là, Viacom, donc ça monte très, très, très vite. Hein. Très, très, très vite. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est une hausse parabolique. Ça, une hausse puissante. Regardez un petit peu, c'est de l'hebdomadaire. Hein. 11, 12, 13 semaines de hausse d'affilée. Est-ce que vous pensez sincèrement que s'il n'y avait pas les algorithmes, on aurait eu 13 semaines de hausse d'affilée? Moi, j'y crois moyennement. Donc, hausse parabolique, pas de consolidation, et bien chute parabolique. Voilà, chute parabolique. Voilà. Donc, ça peut se comprendre et au regard du mensuel, on pouvait s'y attendre. 13 semaines de hausse d'affilée. Mais là, regardez ce qui se passe. Alors, c'est vrai que c'est une hausse parabolique. Hein. C'est une hausse parabolique importante qui commence en janvier. Donc, c'est vrai que depuis le mois de janvier, il avait triplé. Voilà. À peu près. Hein. Pas tout à fait. Voilà, c'est vrai que ça va très vite. Mais ceux qui ont acheté ce titre, ils ne s'attendent pas, si vous voulez, à une chute aussi violente en 4 jours, où le titre perd 60% de sa valeur. Voilà. On peut ici, on peut dire qu'il y a un support ici. Là, on passe la résistance, il y a un autre support ici. Après, vous avez le Kumo, les 70 $. Hein? Mais non. Donc voilà, disons que pour les actionnaires de Viacom, bon là, on est sur le sommet, mais ils n'auraient jamais imaginé qu'en 4 jours, tous s'effondrent et qu'ils perdent 60% de leur investissement. D'accord? Alors voilà, c'est le dernier graphique que je voulais vous montrer, c'est que la folie algorithmique, 13 semaines de hausse, bon, mais même, surtout ce qui est important, c'est que vous avez un titre haussier quand même, hein, un titre haussier, voilà, hein, depuis juin 2020 au moins, hein, tout doucement, en plus là ça monte tout doucement, et puis boum, 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 ça explose, l'euphorie, mais bon c'est haussier, tout s'écroule très rapidement, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, hein, tout se passe bien, mais en fait voilà, on peut très bien se payer un crack
Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle et la programmation, les programmes, on peut faire ce que l'on veut avec. Donc, mais bien sûr, probabilité extrêmement faible. Mais voilà, hein. C'est un exemple, un bel exemple. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans le CAC 40. Moi, je vois maximum les 4850 en extension, forte remontée sur rupture des 5100. Mais bien sûr, déjà, il faut rompre les 5650. Et on a jusqu'au mois d'août pour le faire. Parce qu'après, ça sera compliqué. Mais disons que bon, avec cette petite analyse, ma petite analyse, donc sur comment je vois le CAC, je dirais puisque voilà, la correction, on va descendre jusqu'à 5450 et puis c'est tout. Voilà. Mais sûr, c'est à voir. En tout cas, on reste méfiant quand on voit ce qui s'est passé avec Viacom et la rapidité à laquelle ce titre, au moins en tendance haussière de jour depuis le mois de juin 2020, s'est écroulé de 60% en 4 jours. Voilà, je pense que pour vous maintenant, tout est clair. Voilà, le côté imprévisible des marchés. Et les deux dernières chutes, voilà, n'ont pas été prévues. Les deux dernières chutes, personne ne prévoyait, je dirais, que ça descende aussi bas. Donc on le voit avec cet exemple de Viacom. Et bien voilà, tout est possible. Parce que là c'est Archegos, mais il va peut-être y avoir un effet boule de neige. Comme je l'ai dit dans une précédente newsletter, il y a sûrement des cadavres dans le placard. Donc, c'est toujours pareil, il faut être très prudent sur vos investissements. Et bien évidemment, conserver du cash, parce que là, on est très haut. Et je dirais que, comme d'habitude, les arbres ne monteront pas jusqu'au ciel. Je vous remercie d'avoir écouté cette newsletter. Ne partez pas sans vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Voilà, découvrez ma chaîne YouTube. Voilà, mon travail est partagé à titre gracieux. Et surtout, je compte sur vous pour votre présence, puisque là, en ce mois d'avril, une fois par semaine, là, tout le mois d'avril, je vais réaliser une vidéo d'analyse technique, donc de 2 titres à chaque fois. À bientôt et faites très attention à votre capital.